des questions techniques aussi, vous pouvez aussi me porter ces questions dans le chat box. Sans plus tarder, nous pouvons commencer. Vous savez sans doute que la plus grande hausse des émissions de carbone se sont passées au niveau de l'électricité en 2021. La bonne nouvelle, malgré le rebond de l'utilisation de charbon et des émissions de carbone, nous avons des expériences de différentes parties du monde qui continuent de nous guider. Et cette session aujourd'hui ramène aujourd'hui des professionnels d'Afrique, d'Asie, qui vont nous partager des études de cas sur les projets de décarbonisation et qui permettent de réduire les émissions de carbone à l'échelle régionale et globale. Certains des projets concernent les batteries solaires, les projets sur le solaire, la mise en échelle des projets, l'utilisation de la bioénergie, de l'énergie éolienne. Et ces différents projets sont mis en œuvre afin de créer des modèles qui pourront nous aider d'atteindre ces objectifs. Alors, cette session va nous permettre de l'Union des professionnels d'Afrique. Et ce projet, les enseignants tirent ce projet pour aider à normaliser la mise en œuvre de ces solutions et à développer les meilleures pratiques pour une diffusion et une adoption plus large. Avant de commencer, nous allons recevoir le message de notre chair qui est M. Ban Ki-moon. Excellencies, distinguished participants and guests, ladies and gentlemen. Distingués participants, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Semaine mondiale de la croissance verte. Organisée par l'Institut de la croissance verte. Votre participation est l'évidence que la communauté globale demande de l'action climatique. Et je voudrais la crise climatique exigera la collaboration. La crise climatique est peut-être la crise la plus marquante de notre époque. Chaque année, nous pouvons lire et entendre de plus en plus des éléments sur les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes. Et cette année s'avère être l'une des pires années à ce jour, avec des inondations au record, des sécheresses, des vagues de chaleur qui entraînent des déplacements d'individus. Des crises alimentaires, des feux de forêt et qui perturbent et détruisent la vie de millions de personnes. Nous sommes en train de détruire notre espoir d'un avenir meilleur et nous devons travailler ensemble pour sauver notre planète. Je suis heureux de savoir que vous êtes si nombreux à vous réunir pour échanger des idées, des solutions et des bonnes pratiques. Sur la manière de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Durant le cadre que j'ai essayé de contribuer à établir lorsque j'étais secrétaire général des Nations Unies. Alors, je suis particulièrement heureux de savoir que vous êtes nombreux à venir des 4 coins du monde,
notamment l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et du Pacifique. Il y a un grand nombre de solutions qui seront discutées proviennent des femmes et des communautés autochtones qui sont les plus touchées. Alors, je vous encourage à profiter pleinement de la Semaine mondiale de la croissance verte et à échanger activement les uns et les autres avec les autres en tant que champions. La crise climatique exigera la collaboration et l'action collective de chacun d'entre nous. Car le changement climatique ne connaît pas de frontières. Il ne fait pas de discrimination. Fondée sur la race ou la classe sociale. Nous pouvons transformer nos économies et nos sociétés et laisser un avenir meilleur, un avenir durable et inclusif. Uniquement si nous travaillons ensemble. Les défis seront difficiles. Il n'y a pas de raccourci. Mais si nous travaillons ensemble de toute urgence, nous pouvons y parvenir. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de plan B. Car il n'y a pas de planète B. J'espère que vous vous joindrez à moi pour faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures. Je vous souhaite des échanges très fructueux et réussis pendant cette semaine mondiale de la croissance verte. Je vous remercie. Alors, nous allons passer la parole à Dr. Kim-Wan-Ching. Merci beaucoup, Laura. Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous les experts, les différents participants. Je suis content d'être là sur cette session sur la transition verte mise à l'échelle des énergies renouvelables, expérience en Asie et en Afrique. Et aussi l'approche et l'échange afin d'avoir une approche beaucoup plus inclusive. Et c'est cela la priorité de plusieurs de nos différents partenaires et membres. Plusieurs experts des pays en développement utilisent cela comme une opportunité afin d'améliorer l'utilisation des énergies et de pouvoir développer l'utilisation d'énergie. Avec une augmentation de plus de 350 gigawatts, avec un pourcentage de plus de 1% en 2021. Vraiment très intéressante, cela représente à plus de 60%. Nous avons juste 1% des capacités solaires qui sont installées. Les infrastructures solaires deviennent très compétitifs avec une croissance très rapide. L'option éolienne, l'option solaire, en utilisant les nouvelles technologies, avec des opportunités assez grandes. Nous avons besoin c'est vraiment crucial pour développer le secteur de l'agriculture en Afrique. L'Afrique a un potentiel de devenir un des leaders
Je suis vraiment très content de pouvoir savoir que toutes les différentes sessions sont mises en place afin de partager les différentes expériences et d'avoir de nouvelles perspectives sur les nouvelles techniques des énergies renouvelables, de nouvelles technologies. Alors, je suis vraiment très impatient d'entendre les différentes discussions, les délibérations qui seront faites durant ces différentes sessions. Merci beaucoup. Alors, nous pouvons commencer les présentations beaucoup plus techniques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Shin. Parce que j'ai été demandé de parler un peu lentement afin de permettre aux interprètes de pouvoir conduire les interprétations. Alors, si vous pouvez aller un peu lentement afin de permettre aux interprètes de pouvoir interpréter. Nous avons une interprétation en français et en espagnol qui sont disponibles durant cette rencontre. Alors, je voudrais inviter M. Nisham Badwal pour sa présentation. M. Badwal est le représentant pays de GGI en Inde. Il est en charge de la communauté, il dirige l'énergie. Dans ce rôle, il est conseiller technique sur les programmes des énergies renouvelables. Aussi, il travaille aussi sur les opérations et les engagements sur les énergies renouvelables de GGI au niveau régional, au niveau du pays, l'Inde et au niveau global. Nishat a travaillé pour plus de 20 ans sur les énergies renouvelables, les systèmes d'énergie renouvelable, sur les réformes sur l'énergie et dans plusieurs pays. Il nous donnera une idée sur les initiatives de croissance verte en Afrique et en Asie, et cela nous permettra de débuter notre session. Alors, Monsieur Nishant, vous avez la parole. J'essaie de partager mon écran. Laissez-moi savoir si vous pouvez voir mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Est-ce que cela est en mode présentation? Oh, oui, c'est bon maintenant. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup de me donner cette opportunité d'être là. Voilà comment mon agenda pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais donner une idée générale de l'écosystème des énergies renouvelables et de la transition au net zéro. Et, je vais donner plus de données et d'informations sur l'écosystème. Ensuite, je vais discuter des technologies clés, des solutions. Alors, nous aurons une idée aussi des programmes et des projets de GGI. Et nous verrons combien de projets nous pourrons couvrir avec le temps. Laissez-moi savoir si je dépasse le temps imparti. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, sur les images et sur la courbe, nous voyons que les émissions de carbone au niveau global sont de 35 gigas. Et cela est dû aux activités industrielles. Sur l'image de droite, nous pouvons avoir une meilleure vue de ce qui se passe. Les émissions globales sont prévues de rester à 35 gigabytes par 2030. Alors, la trajectoire pour l'objectif net zéro à 2050, nous aurons besoin de descendre à 30 gigas. Il y a un manquement. Il y a un manquement qui est clair. Et certaines mesures sont déjà, nous avons besoin de mettre en place certaines mesures afin de pouvoir pallier à ce manquement, comme l'utilisation de l'énergie beaucoup plus verte. 40% de ce manquement peut être pallié par cet effectif et l'utilisation de l'énergie solaire et l'utilisation d'autres nouvelles énergies renouvelables.
C'est une diapo très intéressante pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau de l'énergie. Il y a une croissance forte au niveau de l'utilisation des énergies renouvelables. Nous avons réussi à atteindre 300 gigawatts. Cependant, pour atteindre l'objectif de net zéro, nous devons atteindre 1000 gigawatts, ce qui représente 3 fois ce que nous avons déjà en cours. Nous devons utiliser. Et l'énergie solaire et éolienne seront les énergies les plus utilisées pour atteindre cet objectif. Et comme vous voulez voir sur la courbe, le diagramme au niveau de la droite, cela représente l'investissement et qui monte à plus de 3 000 milliards de dollars. Aussi, cette diapo montre aussi ce qui se passe au niveau de l'écosystème des énergies renouvelables. Nous voyons une croissance très soutenue des différentes technologies durant ces 10 dernières années. Et cela a permis d'attirer environ 90% des investissements au niveau des énergies renouvelables. Comme vous pouvez voir sur l'image à la droite, l'Asie est la région qui a la plus forte croissance en termes d'énergie renouvelable, avec environ 50% des installations en énergie renouvelable dans le monde. Le diagramme avec le jaune, l'Afrique a le plus grand potentiel en termes d'énergie solaire. Et cela suggère qu'il y a un potentiel assez massif pour l'utilisation de l'énergie solaire en Afrique. Aussi, au niveau de cette diapo, nous montrons les nouvelles technologies émergentes comme le solaire. Les capacités vont atteindre environ 4 gigawatts d'ici 2006 et l'Asie représente environ 80% des projets solaires flottants et l'Asie continue de dominer. Et sur le chart, on montre que l'Afrique et l'Asie ont un potentiel massif en termes de projets solaires flottants. Et ces études montrent que le potentiel technique des énergies solaires flottantes monte à plus de 4000 gigawatts. De façon similaire, nous pouvons savoir que ces technologies aussi s'améliorent et pourraient atteindre 800 gigabits. Et cela montre que toutes ces différentes technologies montrent qu'il y a une opportunité de pouvoir augmenter ou accélérer l'utilisation des énergies renouvelables. Ici, nous avons aussi des options émergentes, comme l'utilisation de l'hydrogène vert. Nous avons déjà 90 millions de tonnes qui est déjà produit aujourd'hui et 96% de ce qui est produit aujourd'hui, c'est de l'hydrogène vert qui permet de pallier le dioxyde de carbone. 90% de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui est utilisé par les différentes raffineries et pour la production. Et nous aurons une augmentation au niveau de la production d'hydrogène d'ici 2050. Et il y aura une plus grande utilisation de l'hydrogène dans les secteurs comme le secteur du ciment, le secteur du transport. Et nous aurons une transition du vert, de l'hydrogène vert à l'hydrogène bleu. Et cela va atteindre une émission de 80 millions d'ici 2050. 80 gigawatts. Et cela est un secteur à vraiment tenir après parce que la demande grandit. Alors, parlons un peu de certains des programmes DJI sur les énergies renouvelables. Commençons avec l'hydrogène vert. DJI organise un programme global dans 4 différents pays
il y a une plus grande demande pour mettre en place ce programme dans d'autres pays aussi. Nous avons un projet, par exemple, en Indonésie, qui est un projet de 1 gigawatt d'ici 2026 en 2 phases. La première des phases est de mettre un programme, une usine de 10 mégawatts, une capacité de produit 2,4 tonnes d'hydrogène par jour et d'augmenter cela à 1 gigawatt avec le temps. Nous avons un autre projet en Inde qui essaie de pouvoir mettre en place des mécanismes afin de réduire les prix entre, afin d'adresser les différences de prix entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert. Et cela est une des plus grandes barrières qui empêche la promotion de l'hydrogène vert. J'ai quelques soucis à bouger mes diapos, mais bon, c'est bon. Ensuite, nous avons aussi un projet au Népal. Et ce projet commence avec un projet pilote de 5 MW qui sera ensuite augmenté à 100 MW. Nous avons aussi un projet au Maroc. Et comme vous le savez, le Maroc a les plus grandes réserves de phosphate dans le monde, mais ils importent de l'ammonium. Donc, nous aurons un projet de démonstration de technologie, c'est-à-dire de 20 MW. Aussi, lorsqu'on discute du bio-CNG, ou le gaz compressé biological, la pollution du bio-CNG, la pollution de biogaz qui est produit à travers les déchets de l'agriculture. L'idée de ce programme est de créer un environnement dans ces 3 pays, l'Inde, Thaïlande et l'Indonésie. Bien qu'en Inde, il y a déjà une politique qui existe afin de promouvoir les bio-CNG, il n'y a pas encore de plan pour l'application. Donc, il y a un besoin de créer un plan afin de pouvoir mettre en place ce projet, mettre en place cette politique pour l'utilisation de ces bio-CNG. En Thaïlande, le but ici est de mettre à l'échelle des industries de biogaz qui existent déjà et aussi développer un plan afin de pouvoir développer cela en Indonésie parce qu'il y a un manque de politique au niveau de l'Indonésie. Nous avons déjà 130 millions de dollars afin d'investir, qui sont déjà investis au niveau du biogaz. Alors, pour l'irrigation solaire, c'est un endroit dans lequel l'eau existe déjà. Alors, il y a une opportunité. DJI essaie de pouvoir réunir des fonds afin de pouvoir avoir plus d'1 million de pompes solaires dans plus de 30 pays. Et cela pourrait résulter à plus de 5 milliards de dollars en termes d'investissement. Nous avons déjà un programme danois qui fonde dans 3 pays, l'Éthiopie, le Rwanda et le Burkina Faso. Et nous essayons maintenant de trouver une seule approche afin de pouvoir avoir un financement sur l'irrigation solaire. Alors ça, c'est ma dernière diapo. C'est un exemple de l'intervention de DJI au niveau du projet des solaires flottants, Je pense que DJI est un conseil technique pour le gouvernement de l'Inde et nous avons essayé de mettre en place 600 mégawatts en termes de projets solaires flottants avec un investissement total de plus de 350 millions de dollars. Et nous avons déjà 300 mégawatts qui sont déjà mis en place et il nous manque juste 300 mégawatts pour atteindre l'objectif de 600 mégawatts. Cela est un exemple juste pour montrer que cette technologie des projets solaires flottants est une nouvelle technologie chère, mais elle est vraiment possible d'être mise en place dans les pays en voie de développement.
Alors, je voudrais m'arrêter là, Laura, et vous passer la parole. Merci. Merci beaucoup, Nishan, pour votre présentation. Juste pour vous rappeler, si vous avez des questions, vous pouvez juste les mettre au niveau de la zone questions-réponses ou au niveau de la zone chat. Et nous pourrons adresser les questions à la fin de la session. Alors, notre prochain présentateur est Praver Kumar Agarwal, qui est le manager général de GAIL India, qui va discuter des opportunités au niveau du secteur de biogaz, au niveau de l'Inde. Alors, nous allons... Il fait partie des équipes dont Nishant a parlé. Il a plus de 32 ans. Monsieur Praver, 32 ans d'expérience au niveau du management du secteur du gaz local en Inde. Il fait partie de la coordination de CBG Business et développement des transports au niveau de l'Inde, utilisation de l'hydrogène au niveau de la connexion des networks et aussi l'utilisation du gaz naturel à travers les conducts. Alors, vous avez la parole, M. Praver. Je voudrais adresser mes salutations aux participants, aux différents orateurs et panélistes. Nous allons parler des différentes opportunités en termes de biogaz en Inde. Et comme on le savons tous, environ 10% de l'énergie utilisée est déjà en éthanol. Et nous essayons d'augmenter l'utilisation du biogaz. Prochaine diapo. Alors, nous sommes en train de mettre en place plusieurs projets et nous sommes aussi ouverts à cette opportunité de projet conjointe aussi. C'est juste un échantillon d'un projet que nous allons mettre en place au niveau du biogaz. Et nous allons mettre en place ces différentes industries d'installation bientôt. Nous allons mettre en place plusieurs installations à travers l'Inde. Le deuxième a aussi été mentionné par le présentateur précédent. C'est l'initiative SATAT qui est lancée par le gouvernement. Et ce qui se passe, c'est qu'il y aura plus de 5000 installations à travers l'Inde. Et le biogaz sera produit, acheté par GAIL à un taux très intéressant. Et notre projet est d'avoir plus de 400 lettres d'intention cumulatives d'ici l'année prochaine. Ici, nous avons les prix, le cadre formel où nous avons les différents prix. Alors, nous essayons de payer un peu plus afin que parce que le biogaz devient beaucoup plus attractif. Nous essayons de payer des taux très intéressants. Alors, je voudrais juste mentionner cette diapo. À travers l'Inde, donc nous avons divisé l'Inde en plus de 89 régions. Et dans chacune de ces régions, chaque entité aura le droit de développer leur zone en utilisation du biogaz.
et développer de façon plus exclusive leur propre installation de biogaz. Et cela va permettre d'améliorer et de booster l'utilisation de ces biogaz. Et ce biogaz sera souvent utilisé de façon plus exclusive dans certaines de ces régions. Et le matériel primaire sera converti en biogaz. Alors, nous avons essayé de mettre en place aussi un autre schéma. Et comme ce que nous avons fait avec GAIL India, sur ce schéma, nous essayons de... Ce que nous faisons, c'est que nous achetons le gaz des installations de biogaz et nous sponsorisons cela environ à $2. Et nous allons même augmenter ce taux très bientôt. Et nous avons eu l'opportunité de pouvoir mixer cela avec le gaz qui était disponible. Et ce qui se passe durant ce processus, toutes les trois composants gagnent. C'est-à-dire ceux qui ont les installations de biogaz. Et nous achetons cela à un prix qui est vraiment très compétitif, au prix du marché. Parce que cela est mixé avec le gaz local. Et cela a pour but de nous permettre d'avoir beaucoup plus de gaz, beaucoup plus de production en gaz à travers l'Inde. Et nous espérons que cela sera vendu dans plusieurs secteurs. Une autre option aussi est que ces gaz pourront être mis dans des gaz. Et cela aussi peut être vendu à travers des conteneurs de gaz de 8 kilos. Au lieu de transporter ces biogaz jusqu'aux endroits où ils sont vendus, avoir des conduits où on pourra directement pomper ces biogaz directement au point de vente. Et cela directement aussi aux maisons. La meilleure chose de savoir est que vu que nous avons plus de 289 régions qui ont été mises en place, nous aurons des conduits qui iront au niveau de chaque endroit et cela va permettre d'avoir du gaz qui est disponible un peu partout dans différentes régions. Prochaine diapo. À part ces différentes initiatives qui ont déjà été mentionnées, nous avons aussi l'initiative PANC, qui est la collecte des plumes. Et nous essayons d'avoir le soutien de notre organisation afin d'investir cela. Nous avons déjà mis en place 5 entreprises et ces entreprises fonctionnent très bien. Alors ça, c'est une autre initiative aussi que nous essayons de mettre en place. Et nous invitons les acteurs qui sont vraiment intéressés par ce biogaz à pouvoir faire partie de ce projet. Nous sommes aussi en train de faire des plaidoiries pour la mise en place de politiques en faveur de l'utilisation des biogaz.
parce que nous avons assez de régulation au niveau de l'Inde, mais qui n'ont pas trait à l'utilisation de biogaz. Et la meilleure chose pour nous est une transformation de ces gaz en biogaz, parce que nous importons environ 50% de notre gaz naturel. Et si nous pouvons produire, avoir ce gaz, au moins 30% du gaz que nous consommons à travers le biogaz, cela peut permettre de pallier à cette situation. Et nous avons essayé de formuler ces différents schémas et nous espérons que cela va permettre de changer l'écosystème du biogaz en Inde. Parce que nous avons plusieurs installations qui seront mises en place. Et si le biogaz se retrouve à un prix très attractif, cela va permettre de changer beaucoup de choses en termes de consommation. Et nous essayons de discuter aussi avec des banques pour développer des schémas de financement pour certains projets, des projets de biogaz. Et ce projet financier est presque finalisé. Et cela va permettre, et cela va aider les producteurs de biogaz. Et aussi, nous avons aussi un projet avec l'utilisation des engrais. Et nous travaillons avec les compagnies qui fabriquent les différents engrais. Et ces deux choses sont très importantes, le biogaz et l'utilisation d'engrais organiques. Et bientôt, nous allons mettre en place cette politique qui va favoriser l'utilisation des engrais organiques. Et nous aurons cette installation, cette usine d'engrais organiques qui va permettre d'améliorer l'utilisation de ces engrais au niveau du marché indien. Nous avons aussi des schémas aussi qui vont être mis en place. Nous avons un ministère des énergies renouvelables et ils sont en train de mettre en place des plans. Et ce plan sera, les différentes entreprises qui travaillent dans ce domaine seront informées. Et presque chaque jour, nous avons des rencontres avec certains entrepreneurs et nous voulons les motiver et les parler du potentiel des engrais organiques et du biogaz afin de pouvoir faire croître l'utilisation de biogaz en Inde. La prochaine, je pense que ce diapo montre un peu une idée assez similaire à ce qui a déjà été parlé. Et nous travaillons beaucoup sur les prix. Nous avons plusieurs installations qui ont été mises en place. Et ça, c'est une zone sur laquelle nous essayons de nous concentrer. Et nous espérons ramener ce prix à $14. Et peut-être le réduire même à 13,19 $. Et cela est vachement plus compétitif que le prix de l'énergie actuellement utilisé. Et le dernier point, c'est l'utilisation des engrais. Et nous voulons travailler avec les décideurs. Et cela sera mis en place ce programme sera mis en place bientôt. Nous sommes en train de mettre en place des lettres d'intention. Prochaine diapo. Et ce que nous essayons de dire, c'est que au niveau du secteur du biogaz,
Nous voulons que le biogaz domestique, le gaz domestique utilisé soit seulement dirigé par GAEL, qui sera seulement en charge de vendre ce biogaz. Et nous sommes en train de mettre en place une idée qui va aider ces différentes entreprises. Il y a souvent une distance de 5 km qui existe entre le point de vente et aussi les différentes parties. C'est tout pour notre présentation. Nous voyons qu'il y a un futur assez brillant pour le biogaz en Inde et la mise en échelle et les différentes campagnes permettront d'atteindre nos différents objectifs. Merci. Many thanks, Mr. Agarwal. Very interesting. Our next speaker is Mr. Ose Yelkouni. Alors, notre prochain présentateur est Ose Yelkouni, qui travaille au niveau du Burkina Faso, au niveau du DJI. Il travaille avec les autorités nationales afin de mettre en place des business models et des régulations qui pourront permettre l'électrification des villages en dehors du programme national, c'est-à-dire à travers les initiatives privées. Il a de l'expérience en termes de recherche, l'expérience en travaillant avec les institutions publiques sur la question des énergies renouvelables en Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Alors, Osez, vous avez la parole. Vous pouvez y aller. We cannot hear you. Please check your mic. Pour ne pas vous entendre, est-ce que vous pouvez vérifier votre micro, s'il vous plaît? Yes, now we can hear you. Please go ahead. Oui, nous pouvons vous entendre maintenant. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup de me donner cette opportunité afin de partager notre expérience sur le système solaire, la promotion des systèmes solaires au Burkina Faso. Alors, ma présentation sera basée sur 5 différents points. Le premier sera le contexte, les objectifs du projet, les approches pour la mise en œuvre, les études de faisabilité et les différentes perspectives. Parlons un peu du contexte du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays sans accès à la mer où nous avons plus de 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, sous le seuil de pauvreté, avec 90% qui vivent dans les zones rurales, avec un accès à l'électricité très bas d'environ 60% dans les zones urbaines et juste 3% dans les zones rurales. Et cela représente dans les zones rurales environ 7000 localités qui n'ont pas accès à l'électricité. Nous pouvons aussi noter que le coût de l'électricité est très cher, environ 0,22 à 0,24 $ par kilowattheure, comparativement à la région de la CEDEAO qui va à 0,18 $ par kilowattheure. Pourquoi l'implémentation du système solaire mini-grid est une opportunité pour le Burkina Faso? C'est une opportunité de pouvoir électrifier des villages nous pouvons utiliser l'énergie solaire afin d'électrifier la plupart de ces zones. Le système solaire mini-grid est une alternative très intéressante pour l'électrification rapide des zones rurales, avec le minimum de coûts de maintenance, facile à utiliser et adapté à l'environnement. Prochaine diapo. Concernant les différents défis pour l'électrification du Burkina Faso, les opportunités qu'offre
le projet solaire mini-grid, nous avons pour objectif de créer et d'améliorer l'environnement de business en essayant de promouvoir l'accès à l'électricité aux personnes vulnérables. Nous avons 4 objectifs spécifiques. Le premier est d'analyser les différentes politiques et les régulations, les problèmes de politique et de régulation qui existent pour le développement du projet solaire mini-grid. Mettre en place des études de faisabilité dans les zones rurales pour l'électrification dans 2 localités au Burkina Faso. Développer un business model qui est en adéquation avec le contexte du Burkina Faso et mobiliser du financement vert afin de développer le système de solaire mini-grid au Burkina Faso. Nous avons besoin de l'engagement de l'État, l'engagement et l'adoption des agences gouvernementaux vont assurer la légitimité de notre projet. Nous avons mis en place un partenariat avec le ministère pour l'électrification rurale, avec le ministère en charge de l'énergie et le ministère en charge de l'environnement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Premièrement, nous avons mis en place des critères afin de travailler avec les agences nationales d'électrification afin de choisir 7 localités en fonction de ces différents critères. Et ensuite, nous avons mis en place une mission de terrain afin d'évaluer les zones sélectionnées. Et cette visite de terrain nous a permis de choisir les meilleures localités pour les études de faisabilité. Les 2 localités sont les localités Lédéré dans la région du centre-nord du Burkina Faso et la région de Noro, surtout dans la région du nord du Burkina Faso. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Afin d'assurer que nous allons recevoir les différentes données de notre étude de faisabilité, nous avons mis en place un comité technique afin de guider et afin de valider les différents résultats de cette étude de faisabilité. Alors, cette étude de faisabilité est composée par l'analyse du manquement, une analyse économique, le modèle de business, l'impact environnemental et l'analyse de l'impact genre. Ensuite, nous allons maintenant parler des différents résultats. Dans la localité de Zougou, la taille de la production d'énergie solaire mini-grid a été estimée à 290 kWh et à une production annuelle de plus de 600 000 kWh. Et en termes de réduction des émissions de carbone, nous avons plus de 223 tonnes de CO2 qui seront réduction de 223 CO2. Le coût du financement est estimé à plus de 1,6 million de dollars. Et cela va permettre de réduire le coût de cette électricité. Nous aurons un prix de 0,29 dollars par kilowattheure. Et si nous comparons cela au prix d'électricité imposé par le gouvernement, nous pouvons dire que ce sera vraiment difficile pour le secteur privé de pouvoir faire des bénéfices de ce genre d'investissement.
locality of Ledere, Dans la localité de Lédéré, la taille du système solaire mini-grid a été estimée à 200 kW-peak pour une production de plus de 397 000 kWh chaque année. Nous avons plus de 272 ménages qui seront affectés, ménages et activités, qui vont bénéficier de ce programme. Et en termes de réduction des émissions, cela va s'élever à plus de 153 tonnes de CO2 par an. Le montant de l'investissement total a été estimé à 1,1 million de dollars. Alors, le coût de l'électricité sera de 0,31 $ par kilowattheure. Et si nous essayons de comparer aussi ce prix avec le prix de l'électricité imposé par le gouvernement, nous pouvons aussi dire que ce sera très compliqué pour le secteur privé de pouvoir faire des bénéfices s'il décide d'investir sur ce projet. Prochaine diapo. En termes de politique et de régulation, dans l'analyse sur les manquements en termes de politique, il n'y a pas de régulation spécifique pour les systèmes solaires mini-grid et aussi le prix de l'électricité au niveau national n'est pas encore régulé et standardisé dans différentes localités. Et pour l'utilisation du mini-grid, nous avons besoin de... Il n'y a pas de subvention. Et le meilleur business model qui pourrait être utilisé selon le contexte du Burkina Faso, c'est un partenariat public et privé. Et nous aurons plus de 9000 personnes qui pourront, environ 9000 personnes qui pourront toucher dans ces deux localités. Et 50% des femmes vont bénéficier de ce projet dans ces deux localités. Nos différentes perspectives sont: nous devons mobiliser des dons pour soutenir l'investissement dans le projet solaire mini-grid. Nous devons aussi effectuer des plaidoiries afin de diversifier les différents tarifs en termes de coûts de production. Nous devons aussi inciter le gouvernement du Burkina Faso à adopter des régulations pour l'utilisation du système solaire mini-grid et aussi encourager l'investissement privé dans ce secteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Osé, pour votre présentation. Alors, la prochaine présentation sera M. Seta Veroporn, qui travaille au niveau des transformations de communautés au niveau de McDonald's Limited, Mott McDonald. Il travaille aussi au niveau de l'initiative de transformation de l'énergie au niveau de l'Inde. Il est en charge de mettre en place des partenariats avec des clients et aussi il est en charge d'être un consultant au niveau de l'énergie. Monsieur Seta, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la belle introduction. Laura, pouvez-vous m'entendre? Pouvez-vous voir mon écran aussi? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors, en termes je vais juste partager quelques idées sur les projets éoliennes sur mer. Et cela peut être utilisé dans notre région aussi. Pour ceux qui n'ont pas entendu de McDonald's, nous sommes une firme de consultation et nous aidons nos clients
afin de mettre en place de nouvelles infrastructures pour les énergies, l'eau et les infrastructures. Nous avons environ 40 gigawatts d'énergie. Nous travaillons aussi sur l'énergie solaire et sur des projets éoliennes sur mer. Nos bureaux sont plus basés en Asie, où nous avons nos différents experts. Vous pouvez un peu voir un peu ce que nous faisons, qui nous sommes et où nous sommes basés. Nous avons mentionné les projets flottants, solaires flottants. Et sur ce diagramme, nous pouvons aussi voir, ce diagramme a été pris du rapport de la Banque mondiale. Et l'élément clé ici à retenir, c'est que jusqu'en 2012, il n'y avait que 100 gigawatts. Et c'est seulement juste après 2016 que nous avons pu atteindre les mégawatts. Et nous avons pu avoir des projets de plus de 100 mégawatts. Je pense que M. Nisha en a parlé d'un projet de 600 mégawatts. Et ça, c'est un exemple du changement qui a déjà été fait sur ce marché. Je voudrais mettre le point clé sur quelque chose ici. Depuis 2019, la capacité totale d'installation a atteint 1,1 gigawatts. Et cela représente la même capacité que le projet qui avait déjà été mis en place en 2000. Et dans le monde entier, il y a environ 400 000 kilomètres carrés. Et si nous réussissons à mettre des panneaux solaires au niveau de 5%, nous pourrons avoir plus de 1000 gigawatts en termes de densité. Et cela pourrait représenter tous les différents projets qui sont mis en place jusqu'à ce jour. Et on peut facilement couvrir environ 10% de l'espace. Et cela pourrait représenter plus de 4 terawatts. Alors, le système solaire flottant pourrait même atteindre la production du système solaire normal. Et je pense que M. Nishan en a marché, que la capacité d'installation globale dans les prochaines années pourrait facilement atteindre 4 gigawatts. Et cela, c'est juste une idée générale. Vu la pression sur l'utilisation des terres et les difficultés en termes de topographie, je pense que les systèmes de solaire flottant est vraiment à considérer. Et juste pour vous donner une idée des exemples des projets que nous avons déjà mis en place, celui à gauche est un projet de 370 mégawatts de solaire flottant sur l'un des plus grands barrages au niveau du Pakistan. Et cela a permis, nous avons permis à notre client de développer ce projet. Celui à droite est le plus grand projet solaire flottant sur l'eau de mer qui se trouve en Taïwan. Et cela peut être très intéressant pour les communautés qui veulent développer l'électrification, mais qui ont des contraintes géographiques, topographiques ou géographiques qui vous empêchent de faire des projets solaires normaux. Et ils pourront utiliser peut-être la surface marine pour ces projets. Cela est un exemple de projets solaires flottants que nous avons essayé de mettre en place au niveau de la région. Nous avons mis des projets en Taïwan, au Vietnam et en Philippines. Il y a aussi eu le développement de projets à Vietnam, Indonésie,
Et quelques-uns de ces projets, nous avons mis 14 projets solaires en Philippines. Nous sommes en train de mettre juste le plus grand en Philippines aussi, qui est 5 mégawatts. Et nous avons un aussi qui espère atteindre 2 gigawatts en Corée du Sud. Nous devons aussi faire attention au système technique parce que cela est en train de s'améliorer et nous essayons de garder. Nous devons avoir une considération très importante et cela en combinaison aussi avec les vagues ou les plus grands projets qui couvrent des surfaces marines beaucoup plus grandes. Nous devons aussi prendre en compte les variations de l'eau, le système du courant et les possibilités de vagues. Et en fonction de cela, nous pouvons avoir un test pour savoir s'il y a la possibilité de mettre en place des systèmes solaires flottants avant l'installation de ce projet. Nous allons maintenant continuer au projet éolien la technologie de projet éolien sur mer. C'est un projet qui a un très grand potentiel, qui a beaucoup de potentialité et qui peut dominer l'écosystème en Asie et en Europe. Et cela peut aider beaucoup à être connecté aux villes ou les zones isolées. Et ce diagramme va vous montrer un peu ce que nous avons réussi à faire, spécialement dans les premiers champs éoliens. Et depuis cela, il y a eu beaucoup de développement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et lorsque nous montons jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de projets d'éoliennes sur l'eau au Japon, en Corée du Sud, spécialement en Corée du Sud. Les projets éoliens vont atteindre 20 gigawatts d'ici 2030 et c'est vraiment un projet très ambitieux dans la région. Et la capacité globale peut atteindre 50 ou 60 gigawatts et nous pouvons même atteindre 600 gigawatts d'ici 2050 avec la plus grande croissance en Inde, en Asie plutôt. La Chine est toujours le premier producteur, suivi par Taïwan, le Corée et le Japon. Il y a beaucoup de perspectives sur les potentialités des pays indiens, spécialement en Vietnam et en Philippines, et aussi en Indonésie aussi. Nous discutons aussi au niveau des pays, comment est-ce que nous pouvons connecter ces projets éoliennes offshore aux différentes villes. En termes des défis de nos différents projets, nous devons reconnaître que bâtir ces projets éoliens sur l'eau est très, très difficile. Nous avons des choses que nous devons prendre en compte. Ces difficultés peuvent être au niveau des câbles, l'installation. Alors, vous devez avoir assez de temps pour essayer de commander les différents équipements, les câbles et les équipements de storage. Nous avons des problèmes d'isolation locale, spécialement en Taïwan. Et aussi la connaissance de comment développer, bâtir et mettre ce genre de projet. Et cette technologie est beaucoup plus en Europe actuellement. Et nous devons mettre en place, nous devons être sûrs que ces personnes qui bâtissent
ces projets-là ont cette expérience européenne afin de pouvoir bâtir cela en Asie ou dans d'autres régions du monde. Alors, la phase de contrat aussi est très importante parce que nous devons faire en sorte que lorsque le contrat commence, nous devons donner le marché à une entreprise qui peut atteindre nos différents objectifs et qui peut réussir. Parce que nous devons être sûrs avant de choisir l'entreprise. Et il est très important d'inclure et d'être sûr que tout est mis en place afin d'atteindre les objectifs à long terme. Et c'est un peu les défis que nous confrontons. Il y a aussi eu des discussions sur l'implémentation aussi de l'hydrogène vert dans l'utilisation ou dans la mise en place de l'énergie éolienne sur mer. Alors, juste pour terminer, je voudrais juste dire que ce sont les seules options sur le côté aquatique. Mais pour la plupart du temps, nous sommes beaucoup plus basés sur la terre, mais il serait très important de pouvoir penser à l'utilisation aquatique des énergies renouvelables sur le côté aquatique. Et je pense que les solutions techniques pourront aider à améliorer ce projet. Et je pense qu'il y a d'autres aspects aussi comme la collaboration avec les gouvernements locaux afin de pouvoir avoir les villes qui seront alimentées par cette énergie éolienne. Merci beaucoup, Seta. Très intéressante présentation. Je suis sûr qu'il y aura des questions. Nous avons encore 2 présentations pour le moment. Vous pouvez déjà mettre vos questions au niveau du chat box et nous allons essayer de prendre le plus de questions possible. Alors, notre prochain présentateur est M. Bimbo Banjo, et qui est notre partenaire au niveau de PricewaterhouseCoopers, qui va avoir une présentation sur les technologies et les solutions afin de promouvoir la transition verte en Afrique. Il est le directeur financier et le conseiller financier pour PricewaterhouseCoopers en Afrique de l'Ouest et il a plus de 18 ans d'expérience à conseiller les assurances pour des business models aux différents clients. Alors, Monsieur Banjo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Premièrement, merci beaucoup à GGGI de m'avoir invité afin que je puisse faire cette présentation. Mes salutations de la part du Nigeria et je voudrais juste parler rapidement sur ce qui se passe en Afrique, ce que l'Afrique fait. Je vais juste aller avec une introduction pour essayer de donner un peu le contexte de ma présentation. Ensuite, ce que l'Afrique essaie de faire afin de transitionner vers une croissance verte. Nous allons aussi parler des technologies qui sont disponibles et ce que l'Afrique fait actuellement est capable de faire. Rapidement, je voudrais dire, il est très difficile de discuter de cela avant de donner un contexte, avoir une vue générale de l'Afrique. Alors, l'Afrique est un continent avec 1,4 milliard d'habitants. C'est le continent le plus large en termes de ressources humaines. L'Afrique a plus de 54 pays. Les plus grandes villes d'Afrique sont Lagos et le Caire.
Et Lagos est la capitale économique du Nigeria et le Caire est la capitale de l'Égypte. Alors, nous avons plus de 31 millions de kilomètres carrés. Et je pense que c'est le second continent le plus grand en termes de superficie. La moyenne d'âge de la population en Afrique est de 20 ans, ce qui montre que la population est très jeune et très mobile. Le taux d'urbanisation est d'environ 44%, ce qui reflète le sous-développement qui existe dans certains endroits. Alors, l'espérance de vie est d'environ 64 ans, un peu plus élevée pour les femmes en Afrique. Juste une qualification, environ 96% de la population en Afrique a moins de 64 ans. Alors, 96% de la population fait partie de la population en âge de travailler. Et la moitié a moins de 14 ans. Alors, la population d'Afrique est assez jeune, la population grandissante est assez jeune. L'Afrique a besoin environ de 2 TWh d'énergie afin de pouvoir répondre à ces différents besoins. Et pour répondre à cela, répondre à cela de façon carbone neutrale, nous devons améliorer notre capacité et nous avons besoin d'un investissement d'environ 2600 millions. 2600 millions de dollars. La participation de l'Afrique, l'accès à l'électricité à l'Afrique a augmenté de 36% en 2000 à 54% en 2018 et 7% en 2021. Nous avons plus de sur les 760 millions de personnes qui n'ont pas accès, 600 millions sont africains. La majorité de l'électricité générée en Afrique vient des ressources. Seulement 25% de l'énergie générée vient des sources renouvelables. 74% viennent des énergies fossiles. Il y a eu un récent changement des énergies renouvelables. L'hydrogène vert aussi pourrait être utilisé. Il y a une discussion dans le fait que comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie verte, l'hydrogène vert et réduire ses coûts. Parce que l'hydrogène vert coûte environ 3 ou 4 fois le prix de l'hydrogène gris. Et l'hydrogène est beaucoup plus utilisé dans la production de l'ammonium, qui est très importante pour la sécurité alimentaire ici en Afrique. En discussion de la pénétration des énergies renouvelables en Afrique, nous disons que nous avons le fossile qui a 74% de l'énergie en Afrique. L'énergie renouvelable solaire éolienne, c'est 8%. Et pour atteindre les 2,6 milliards de dollars, nous avons besoin d'un investissement annuel d'environ 100 milliards de dollars. Et c'est cela dont l'Afrique a besoin, afin que l'Afrique puisse développer ses énergies renouvelables, son agenda d'énergie renouvelable, et de pouvoir atteindre l'objectif net zéro d'ici 2050. Environ 25% environ 25% de l'énergie générée en Afrique vient des ressources renouvelables. Et la plupart, le plus significatif, est utilisé par l'énergie hydroélectrique
Et cela s'est beaucoup fait en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. L'Afrique a une capacité d'installation d'environ 75 gigawatts. Et nous avons le potentiel de générer environ 2 terawatts en énergie hydroélectrique. Quelques-uns des facteurs qui peuvent être des facteurs de changement. Désolé, vous avez juste 2 minutes restant. Nous avons l'accord de Paris, où il y a plus de 54 pays africains qui ont ratifié. Nous avons le COP26, qui a été une l'année passée. Nous avons le COP27 qui sera en Égypte du 7 au 18. Nous avons le COVID-19 qui a eu un impact très négatif pour nous en Afrique. Parce que durant les 10 dernières années, les énergies renouvelables augmenté de plus de 20% chaque année, mais nous avons eu une réduction durant ces 5 dernières années, spécialement dû au COVID-19 et aussi suite à la crise en Ukraine. Et nous avons besoin, et nous avons vu le besoin en Afrique de développer les énergies fossiles afin de pouvoir lutter contre les effets négatifs de la crise en Ukraine. Cependant, nous sommes d'accord, nous sommes au courant des bénéfices des énergies renouvelables afin de pouvoir bâtir. Nous avons besoin de bâtir des compétences en Afrique. Et nous devons utiliser le Just Energy, la transition Just Energy, qui va permettre de balancer l'impact du développement et la croissance de l'Afrique avec la transition à l'énergie. En termes de financement, 8% des financements viennent des gouvernements locaux et aussi à travers d'investisseurs, des donneurs internationaux ou des institutions financières de développement. Nous avons eu plus de 30 millions, la Banque mondiale pour un fonds. Nous avons eu plus de 194 millions de dollars qui a été approuvé pour le Nigeria, le Burkina Faso, d'autres pays ouest-africains afin d'atteindre certains objectifs. En termes de technologie renouvelables qui pourront être la face ou l'interface sur les énergies renouvelables, nous avons les batteries à lithium qui sont beaucoup plus favorables en fonction de leur flexibilité et leur coût. Nous voyons aussi une augmentation de l'utilisation de ces batteries. L'énergie géothermale aussi est très importante, spécialement en Afrique de l'Est, parce qu'en Afrique de l'Est, nous avons des deltas qui ont une température thermale. Donc, on n'a pas besoin d'aller vraiment en profondeur afin d'avoir cette énergie thermale. Et une des choses aussi qui change sur cela, c'est que nous avons déjà commencé à pouvoir utiliser l'application géothermale. Alors, on n'a pas forcément besoin d'avoir des fluides géothermales à une grande profondeur afin de pouvoir les utiliser et de pouvoir extraire l'énergie. Nous avons aussi l'énergie éolienne qui est aussi utilisée. L'énergie éolienne est utilisée. Et durant les dernières années, nous avons essayé d'augmenter la capacité des différentes turbines et nous avons pu générer et de nos jours, nous avons des ajustements qui doivent être faits au niveau des turbines, au niveau des batteries, au niveau des turbines, au niveau et cela peut aider à augmenter
leur production. Et aussi, nous avons les panneaux solaires que nous avons essayé d'augmenter afin, nous avons des systèmes aussi alternatifs que nous allons utiliser. Et l'avantage, c'est que les panneaux solaires de nos jours peuvent changer de direction afin de pouvoir suivre la course du soleil, afin de pouvoir avoir plus d'énergie. Nous avons aussi pu aussi augmenter l'énergie. Hydropower also portends something that helps to manage some of the social and or the climate catastrophes, right? Because in recent times, Parce que excusez, Monsieur Banjo. Would you like to wrap up with one or two conclusions, possibly, and then we unfortunately have to move on to the next. Si vous pouvez juste aller aux différentes conclusions pour qu'on puisse passer à la présentation. Alors, juste en conclusion, je voudrais dire que les énergies renouvelables ont connu une croissance de plus de 20% et continuent de connaître une croissance assez soutenue. Il y a différentes régions dans l'Afrique qui ont des potentiels d'énergie renouvelable assez variables. Nous avons besoin de l'adoption d'énergie renouvelable afin de pouvoir avoir des bénéfices économiques et sociaux très importants. Et quelque chose qui est très important, c'est que le financement joue un rôle très important dans l'habilité de l'Afrique de pouvoir rattraper les autres parties du monde en termes d'énergie renouvelable. L'Afrique, comme vous le savez, a contribué environ 4% à l'empreinte carbone globale. Alors, il est très important que le financement soit disponible afin de permettre à l'Afrique de pouvoir rattraper et de pouvoir se mettre à niveau avec les autres parties du monde et pouvoir atteindre l'objectif net zéro. Il y a une question ici qui pourrait être levée, c'est que comment est-ce que l'Afrique peut essayer d'améliorer ses partenariats afin de développer cette transition? Et est-il possible pour l'Afrique de pouvoir mettre en échelle? Et si l'Afrique pourrait limiter en fait, l'utilisation des énergies fossiles afin de pouvoir égaler cela? Merci beaucoup, Monsieur Banjo, pour votre... Vous avez déjà répondu deux des questions que nous avons reçues au niveau du chat, partiellement. Alors, nous allons passer à notre dernier présentateur, qui est M. Joseph Silvanus, qui est directeur à Dolma Consulting, qui est basé au Népal. C'est un banquier qui a travaillé dans beaucoup de marchés financiers. Alors, nous allons avoir la présentation de M. Silvanus. Et le côté financier, s'il vous plaît, monsieur Silvanus, si vous pouvez aller juste aller un peu plus vite. Merci beaucoup, Laura. Je voudrais avoir une perspective assez différente. Je pourrais difficilement montrer toutes les diapos. On va aller juste de cette façon. Alors, je suis ici à Katmandou, au Népal. Je vais parler un peu de l'énergie solaire et nous allons essayer de comparer cela avec les différentes conversations que nous avons vues en Asie, en Afrique. Nous avons difficilement de sujet commercial et je vais vous parler aussi du financement et comment est-ce que nous pouvons créer cette opportunité de financement. Un contexte sur le Dolma Group, nous sommes basés à Népal. Nous sommes un des investisseurs les plus importants ici au Népal. Alors, nous essayons de connecter plusieurs institutions financières afin qu'ils puissent se financer dans plusieurs des projets. Et je vais vous parler d'un projet qui est basé beaucoup plus sur l'énergie. Nous avons une équipe très composée d'experts. Nous essayons de mettre une certaine connexion.
Pour la première fois en Népal, nous avons essayé de mettre en place cette énergie. C'est une innovation. Et cela permet nous n'avons pas eu aucun financement qui vient de dons. Népal, en tant que contexte, le contexte du Népal Népal est un petit pays entre l'Inde et la Chine. Nous avons, les gens ne savent pas comment le coût de faire des affaires au Népal. Mais nous pouvons générer la plupart de nous pouvons générer 40 000 mégawatts du côté hydraulique, et c'est seulement 3 000 qui est produit. Et nous sommes en train de mettre en place l'énergie solaire afin de pouvoir remplacer les différents manquements. Et je pense que le projet solaire est en cours. Il y a de potentiels de locations qui ont déjà été trouvées, localités. Et je voudrais aussi parler comment est-ce que nous réalisons ce projet. Nous sommes, on fait partie du secteur privé. Donc, c'est de l'investissement commercial. Alors, nous devons convaincre les investisseurs. Nous devons avoir environ 10%. Et nous avons des fonds qui viennent de Toronto, au Canada, et ils aiment beaucoup ce genre de programme, et spécialement avec l'impact que ce genre de programme a, parce qu'il y a un très grand impact. Parce que même durant la première phase de ce projet, nous allons essayer de réduire l'émission de plus de 25 000 tonnes de CO2. Et lorsque nous aurons fini le projet, nous sommes à plus d'1,5 million de réduction d'émissions de carbone. Et comme mon collègue l'a récemment parlé, nous voulons nous baser sur l'énergie agrovoltaïque. Alors, nous voulons créer des coopératives où ils travaillent en communauté en utilisant ces panneaux solaires. Et ça permet de réduire les coûts mis en place de ces énergies, de ces plaques solaires. Et nous voulons savoir comment, nous essayons de mettre en place comment est-ce que nous pouvons les mettre afin qu'ils travaillent ensemble afin qu'ils puissent avoir ces services. Et je pense que l'énergie agrovoltaïque est vraiment très importante, spécialement en Asie du Sud. Il y a beaucoup de champs. Alors, utiliser l'agrovoltaïque pourrait avoir un impact beaucoup plus considérable. Nous devons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer et agrandir cette potentialité. Cela peut être fait de façon commerciale. Le Népal n'a pas... Nous devons faire attention parce que nous n'avons pas de régulation. Alors, il est très important de payer d'avoir l'investissement de 154 millions de dollars sur les 4 années, sur les 5 années. Et c'est vraiment une demande assez grande. Et ça, c'est un peu l'idée, les aspects commerciaux. Je peux juste vous dire, et je ne pourrais pas partager clairement les chiffres que nous projectons, mais nous devons trouver un moyen de pouvoir réunir tout ce capital. Les projets futurs et l'utilisation des véhicules électriques, des stations de charge, des énergies électriques, avoir un tourisme vert, et tout est importé. Nous n'avons pas d'industrie d'engrais organiques au Népal. Si nous pouvons mettre en place des industries d'engrais organiques au Népal, cela pourrait réduire les importations. En intérêt, vu le temps, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup pour votre présentation. Professeur est très apprécié. Et c'est le cas de tous les différents présentateurs aujourd'hui. Nous devons avoir une session de questions-réponses. Alors maintenant, vu les contraintes en termes de temps, je vais passer
la parole à Dr. Mali Fofa, qui est le directeur et chef des programmes au niveau Afrique et Europe de JGI. Si possible, M. Fofana, est-ce que vous pouvez répondre à l'une des questions de JGI sur l'utilisation de l'énergie éolienne en Afrique? Vous avez la parole, M. Fofana. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup à tous les différents panélistes pour avoir partagé ces différentes idées sur le secteur, sur les différentes idées que j'entends dans les différentes présentations. C'est vraiment très intéressant de pouvoir entendre cela de l'Afrique de l'Asie. Je voudrais dire que le secteur solaire et éolien est beaucoup en développement dans un pays en développement comme l'Afrique et l'Asie. Et la question que nous avons mentionnée au niveau des Nations Unies, comment est-ce que nous pouvons atteindre ces objectifs? Les technologies ont déjà montré leurs preuves. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons mettre en place ces technologies en attirant le secteur public et le secteur privé? Nous avons aussi entendu les résultats de la part de M. Osé de Burkina Faso, les résultats en termes de l'attractivité du projet pour les secteurs privés, en termes de prix, les problèmes de prix qui rendent pas attractifs ce genre de projet pour le secteur privé au Burkina Faso. Nous devons savoir quelles sont les mesures à prendre afin de permettre de mettre en échelle l'Afrique face à ces ressources renouvelables. Mais je voudrais aussi de vraiment pousser cela au niveau du secteur privé. Et cela montre le rôle très important que le secteur public peut jouer en améliorant l'environnement, en prenant des régulations, en prenant des politiques qui pourraient améliorer l'environnement. Et aussi, nous devons aussi voir le côté financier. Parce que comment est-ce que c'est avoir assez de financement? Je vois qu'il y a beaucoup de conversations que nous pouvons apprendre de différents pays, beaucoup de potentialités que nous pouvons apprendre de différents pays. Mais ce que je peux dire, c'est que il est vraiment très important d'intégrer l'aspect des emplois verts. Parce que ces emplois pourront contribuer à atteindre l'objectif de 2050 parce qu'il y a une très grande potentialité à créer des emplois verts. Maintenant, il faut trouver le business model qui est adéquat aux différents contextes. J'ai été vraiment ravi d'entendre ces différentes perspectives et je pense que ce processus d'apprentissage doit continuer, spécialement avec ce qu'on a pu entendre des participants du Népal. Il a été vraiment très bon de pouvoir entendre afin de pouvoir accélérer les différentes installations et aussi développer des mécanismes politiques et des mécanismes financiers. Alors, je voudrais aussi vous remercier encore d'avoir participé à cette session et je voudrais vous souhaiter une très bonne session au niveau de ce JGI. Merci beaucoup, Malik. Je voudrais vous remercier, tous les différents présentateurs, pour la présentation d'aujourd'hui. Votre expertise et votre temps nous ont vraiment inspirés et nous espérons que nous pourrons. Je voudrais aussi remercier les différents participants pour avoir participé à cette émission, cette session. Les prochaines, vous pourrez voir les prochaines sessions de JGI sur www.jgi.org. Alors, vous aurez aussi les enregistrements de toutes les sessions de cette semaine.